Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Après une Palme d'Or, 2 Golden Globes, Anatomie d'une chute continue son ascension avec 5 nominations aux Oscars, 7 au BAFTA, 11 au César. Si ce film fait autant parler de lui, c'est grâce à son scénario, ses acteurs, mais pas seulement. Quelle est sa place aujourd'hui dans le paysage du cinéma français d'auteur? C'est ce dont nous allons parler avec vous, Arthur Harari. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-scénariste du film. Ma camarade Lucille Como, que nous avons fait venir tôt pour l'occasion. Bonjour Lucille. Bonjour Guillaume. Et puis vous, Marie-Ange Luciani, bonjour. Bonjour. Vous êtes coproductrice du film. Alors, je n'ai pas besoin de vous demander si vous êtes heureuse. C'est un film qu'il a été difficile de monter ou pas? Non, on va pas se mentir, pas vraiment. Je pense que on avait quand même un scénario très très solide, et pourtant, enfin voilà, le film comme ça sur le papier était pas facile puisque c'était un scénario quand même assez technique de 120 pages. Mais avec une actrice, Sandra Hüller, qui était technique, pour la France. Ça veut dire quoi? Technique parce que il y a eu un vrai travail de recherche et avec un avocat qui a conseillé tout le film. Donc c'est-à-dire toute la partie procès, par exemple, elle était très très dialoguée, très écrite. Je regarde Arthur parce que ça a été vraiment des allers-retours assez intenses entre nous, les producteurs et les scénaristes. Mais dès vous les avez beaucoup embêtés? On les a pas embêtés, mais on a beaucoup discuté. En fait, c'est plutôt eux, je dirais, qui nous ont embêtés parce qu'ils nous ont pas mal sollicité, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment, c'est suffisamment rare pour être souligné, c'est-à-dire d'accueillir à tel point les producteurs dans le processus d'écriture. Ils l'ont fait, voilà. Et ça, c'était assez beau pour nous aussi d'être invités à ce point dans la boîte crânienne d'Arthur et Justine. Alors, Lucille, pour ceux qui n'auraient pas encore vu Anatomie d'une chute, alors pour ceux qui l'ont vu mais aimeraient se souvenir des bons moments, de quoi parle ce film? Alors c'est l'histoire d'une femme, avant tout, c'est l'histoire d'une femme qui se trouve accusée du meurtre de son compagnon, c'est son fils qui le retrouve un jour dans la neige en contrebas du chalet où ils vivent. Et le film est un film de procès avec des allers-retours, on ne va pas tout révéler, entre le présent de la narration, donc ce présent du film de procès, qui est un processus assez classique dans le cinéma, et des retours, disons des flashbacks peut-être, ou en tout cas des souvenirs subjectifs des personnages sur ce qui s'est passé, sur quel était l'état de ce couple au moment de la mort du compagnon en question. Un film de procès, donc un film de couple aussi, avec un moment particulièrement important dans le film. Et lorsqu'on évoque ce film, beaucoup s'en souviennent d'abord. Une scène de dispute, en voici un extrait. You really have no shame. That's a superpower. It allows you to see no one but yourself. I see you very clearly. I just don't see you as a victim. You impose your solutions. Which are solutions for you only. You don't give a shit if it hurts me and Daniel. You leave Daniel out of the game here. This is not about Daniel. I do not impose anything on Daniel. You made us live here, among the goats. You complain about the life that you chose. You are not a victim. Not at all. Your generosity conceals something dirtier and meaner. Un extrait donc de cette scène de dispute. Arthur Harari, elle est en anglais. Pourquoi ? Et expliquez-nous comment vous avez écrit ce film, quelles ont été les difficultés donc liées à la confection même de ce scénario. Alors, elle est en anglais parce que le couple dans ce film communique en anglais. La question de la langue est assez présente. Le personnage de Sandra Hüller est une écrivaine allemande qui vit en France, mais elle communique en anglais. Et donc, il y a une partie du film où elle est en difficulté quand elle doit parler en français. Donc, notamment pendant le procès, elle se met à avoir recours à l'anglais. Enfin voilà, c'est une des thématiques du film, c'est aussi la langue. Alors, j'ai lu que vous l'aviez écrite 70 fois, cette scène de dispute. Oui, alors ça c'est la tendance je dirais de Justine, puis ensuite du monstre médiatique. C'est une tendance marseillaise un petit peu. Il y a déjà des mythes, c'est bien, c'est bon signe. Voilà, ouais. Non, j'ai pas compté. Non, on s'y repris. C'était la scène la plus dure à écrire et c'était la plus celle où il y avait un enjeu, on va dire, dramatique le plus haut, parce que bon, il est annoncé assez tôt dans le récit que il y a un enregistrement.
assez lourd, on va dire, pour le procès, et il finit par advenir. Et donc la barre était haute pour nous, donc on savait qu'il y aurait cette dispute, on savait grosso modo la teneur, et surtout on savait qu'elle devait avoir une force qui ensuite se diffuserait sur le reste du film et avoir une importance très grande. Donc elle nous faisait un peu peur, et quand on s'y est mis, effectivement au début ça collait pas, quoi. Il y avait quelque chose il a fallu qu'on traverse un peu tous les clichés, tous les attendus de ce genre de scènes, qui sont des scènes un peu compliquées, parce que tout est plein de sens, tout est dit. Les mots pèsent très lourd, et donc pendant plusieurs versions c'était et Justine n'arrêtait pas de dire mais j'aime pas ces personnages quand ils parlent comme ça, ils sont grossiers, il y a quelque chose qui est pas, et à un moment elle a mis le doigt dessus, elle a dit je sens pas d'amour en fait, et c'était ça qui lui semblait fondamental, c'est que malgré la virulence de la dispute, il fallait qu'on sente. Et elle disait, si on se dit autant de choses avec autant de franchise, c'est qu'on sent qu'on se le doit, et donc c'est par amour. Enfin, disons, c'est par un reste d'amour. Lucille Como. Oui, à propos de cette scène, je me suis posé des questions dès le premier visionnage du film que moi j'ai vu à Cannes, donc ça date, sur la nécessité de la représenter, parce que vous le dites, en fait, c'est un statut de preuve au départ, c'est une bande audio qu'on passe pendant le procès, et c'est le seul moment où il y a une sorte de rupture de pacte avec le spectateur. Moi, je me suis sentie un peu trahie, parce que vous représentez quelque chose qui n'est pas médié par un discours d'un autre personnage, et je m'adresse aussi à Marie-Ange Luciani. Est-ce qu'il a été question, même d'un point de vue éthique, de la mettre ou pas, cette scène-là, de la représenter à l'image, disons? Marie-Ange Luciani, coproductrice du film. Bon, très tôt à l'écriture, quand même, il était question de ces flashbacks, et la vraie question, c'était de se dire, quand même, on parle de ce personnage Samuel depuis le début du film, et on ne le voit jamais, et c'est vrai que le fait de l'incarner à un moment, pour nous, ça faisait parfaitement sens, c'est-à-dire que voilà, qu'il est le cœur du film, quand même, aussi, ce mort qu'on ne voit jamais, mais qu'on dissèque pendant tout le temps d'un procès. Donc, éthiquement, ça nous semble important même. Arthur Harari. Oui, alors moi je qualifie pas cette scène de flashback, parce que pour moi il n'y a pas de flashback dans le film, c'est un enregistrement, donc la scène commence uniquement au son, on est dans la salle du tribunal et on entend, et on bascule sans crier gare dans la scène elle-même filmée, mais le fait de l'avoir introduite comme ça, disons c'est du son illustré, mais on peut très bien se poser la question de est-ce que c'est réellement arrivé comme ça à l'image, ou est-ce que c'est par exemple le fils Daniel qui imagine ses parents, est-ce que c'est elle, Sandra, qui se remémore, mais enfin la mémoire n'est pas bon. Disons qu'il n'y a pas d'insistance sur cette dimension de remémoration, mais le document, c'est d'abord le son, et d'ailleurs on finit par revenir dans la salle de tribunal où il n'y a que du son, et en réalité, oui, avec Justine, au tout début, quand on écrivait et quand on a eu cette idée de l'enregistrement, on s'est dit à quel point ça tiendrait si ce n'était que du son. Évidemment, l'idée pouvait nous exciter, mais quand on a vu l'ampleur, la longueur de la scène et le fait qu'elle devait durer aussi longtemps, ça nous a paru impossible de rester sur une salle de tribunal. Enfin, il y avait quelque chose qui devenait conceptuel et qui, selon moi, aurait été non seulement ennuyeux, mais effectivement une manière de décharger la tension. Arthur Harari, ce qui frappe dans ce film, c'est sa construction qui est particulièrement à la fois astucieuse et différente de ce qu'on a l'habitude de voir désormais, puisque les films sont très cloutés maintenant, on comprend bien ce qui se passe, c'est bien souligné. Là, au contraire, on le découvre par petites touches, et on le découvre, je ne veux rien divulgacher, mais le processus est finalement très long. Ça, par exemple, comment on construit ça à l'écriture? Est-ce que c'était un effet délibéré? Vous vous êtes donné ça comme cahier des charges? Pas forcément de façon théorique arrêtée comme ça, mais l'idée que le film se déploierait sur une base très simple, c'est-à-dire un couple à la montagne avec son enfant, le mari meurt et on se demande ce qui s'est passé. Bon, ça ressemble à beaucoup de thrillers ou beaucoup de et puis ensuite le procès qui vient tenter d'éclairer ce qui s'est passé. Moi, ce que je trouve intéressant, et je pense qu'on était d'accord avec Justine, c'est que sur des bases extrêmement limpides et apparemment déjà connues, c'est-à-dire en gros ce qu'est le film de genre, avec des codes ou des signes de reconnaissance, c'est la meilleure manière d'amener les spectateurs
à accepter énormément, au contraire, de complexité, d'ambiguïté, d'inachevé, d'indéterminable. Enfin voilà, parce que ils sont en terrain apparemment connu et ils sont excités par une stimulation très simple, savoir ce qui s'est passé, savoir qui est responsable, ou pourquoi on en est arrivé là. Et oui, assez tôt, on s'est dit que c'était un des enjeux du film non pas de perdre le spectateur, mais de lui proposer d'aller aussi loin que possible dans la complexité, quoi, dans l'ambiguïté. Justement, Marie-Ange Luciani, lorsqu'on est productrice d'un film semblable, autrement dit garant des deniers de ce projet, est-ce qu'on a peur d'avoir un film qui n'est pas facilement classable, parce que ça n'est pas uniquement un thriller, ça n'est pas simplement une dramatique, c'est embêtant? Moi, j'aime bien le défi et la complexité. Voilà, donc, je me suis parfaitement adaptée à la proposition de. Alors, c'est inquiétant, même si on aime ça, parce qu'on peut aimer les choses inquiétantes. En fait, je trouve que quand même, je trouve qu'en termes de genre, le film est assez définissable justement, quoi. On est quand même dans un film un thriller de procès, en fait. Donc là-dessus, c'est assez simple. Et à l'intérieur de ça, la thématique, c'est l'histoire d'un couple aux prises avec la rivalité, mais aussi en lien avec la culpabilité de cet enfant aveugle, enfin où il y a eu un accident, etc. Donc c'est quand même assez simple. Ma camarade sur le Lucille papier, Como, elle fait un peu l'amour. Hein. Non, le film est complexe, mais ouais. la façon dont on peut le pitcher, et Arthur l'a fait très très bien tout à l'heure, est assez simple. Donc ça, auprès de nos partenaires et des financiers, c'était plutôt simple à faire. Voilà. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Arthur Harari, co-scénariste d'Anatomie d'une chute, Marie-Ange Luciani, coproductrice de ce film, et Lucille Como. 7h56 sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et oui, nous sommes en compagnie du co-scénariste d'Anatomie d'une chute, Arthur Harari, Marie-Ange Luciani, coproductrice du film, et puis ma camarade Lucille Como. On essaye de comprendre l'anatomie d'Anatomie d'une chute, de voir pourquoi ce film est à ce point un succès mondial, avec une multitude de nominations et un grand nombre de personnes qui ont été bouleversées, émues, particulièrement emportées en regardant ce film. Mais avant de revenir à Anatomie d'une chute, l'autre thème de la une des journaux aujourd'hui, indépendamment donc du remaniement gouvernemental, c'est la question donc des violences sexuelles au cinéma. Marie-Ange Luciani, vous qui êtes productrice, tout d'abord peut-être, est-ce que ces révélations vous surprennent? Est-ce que c'est comme ça le monde du cinéma? Je me souviens de la phrase de Truffaut dans La Nuit américaine. Qu'est-ce que c'est que ce monde où tout le monde s'embrasse? Je pense pas qu'il faille le réduire, hélas, au monde du cinéma. Enfin, je pense que c'est un problème de société, quoi, qui se retrouve et je me défausse pas en disant ça, mais dans plein d'entreprises. Le rapport de domination, le rapport d'abus, c'est hélas un phénomène de société. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la parole se libère. Alors, elle se libère à l'endroit du cinéma aujourd'hui. C'est d'une infinie tristesse de lire l'actualité ce matin et c'est assez révoltant, je dois dire aussi. Moi, je ne peux que avoir envie d'un monde qui change, quoi, et d'une relation évidemment entre les dominés et les dominants, entre les minorités qui soient différentes. Mais là, s'il y a du travail et voilà, la vraie bonne nouvelle aujourd'hui, c'est la puissance libératrice de la parole. Voilà, aujourd'hui, les gens parlent et ça. Lucille Como. Oui, vous dites que c'est un phénomène de société et que c'est vrai que c'est partout. Par ailleurs, on l'entend. Sauf qu'il me semble quand même qu'il y a quelque chose de particulier dans le monde du cinéma, c'est que ce phénomène de société-là, il s'articule avec toute une mythologie. On en entend quand même aussi beaucoup parler, qui est une mythologie du créateur roi, du cinéaste Pygmalion sur son plateau de tournage, qui ne regarde d'ailleurs pas forcément que les violences sexuelles, mais des rapports de domination, des rapports de classe, tous les rapports d'identité, et qui peut-être, c'est une hypothèse, et vous allez peut-être me dire le contraire, sont exacerbés typiquement par une espèce de mythologie que travaille par ailleurs le film. Bon, on fera le lien peut-être un peu après, mais la question de la contiguïté entre la vie affective et les conditions de travail, c'est quelque chose qui, au cinéma, est particulièrement sensible. Oui, c'est vrai, c'est une spécificité du cinéma, mais en tout cas, ce rapport
Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très, et je vais pas encore me défausser en disant ça, parce que je pense que la nouvelle génération fait un vrai travail que peut-être qui n'a pas été fait. Enfin voilà, là on parle de cinéastes qui ont quand même dépassé les 70 ans, on parle d'une époque, mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, enfin la question de la domination, des abus, etc., n'est pas qu'une question générationnelle. Hein. Je pense que c'est la question de l'humain. Alors, je n'aimerais pas faire d'amalgame, puisque chaque affaire est une affaire distincte. Samuel Tess, qui est acteur dans Anatomie d'une chute, a également un procès en cours. À cet égard, peut-être quelques mots. Là, je vais être très mal placée pour en parler. Je pense qu'il n'y a pas de procès en cours. Hein. Je pense qu'il y a une plainte qui a été déposée. Je sais pas si je peux l'affirmer là. J'en suis pas tout à fait sûre parce que mais il y a pas de procès. Là, on est dans quelque chose de très différent sur les faits. Disons que oui, peut-être que la vraie question, c'est comment on fait pour travailler ensemble sur des questions qui sont qui traînent et qui traversent des questions. Parce qu'on voit en tout cas, Marie-Ange Luciani, pour Samuel Tess, que ça n'est pas uniquement une question de génération. Vous qui êtes productrice aujourd'hui sur le tournage d'un film, est-ce qu'il y a des mesures particulières à cet égard pour prévenir ce type de dérive ou de crime ? Non, c'est dur parce que j'ai pas beaucoup de temps pour en parler, mais en tout cas des questions, enfin de vos réflexions précédentes, en tout cas il y a le CNC, enfin le collectif 50-50 a beaucoup travaillé à cet endroit-là et avait mis en place avec je vois là qu'il y a Julie Billy sous les yeux du cinéma. Voilà et qui a beaucoup travaillé quand même sur ces questions-là et qui a mis en place évidemment une formation délivrée par le CNC qui s'adresse aux producteurs et aux directeurs de production, ce qui est très dommage parce que je pense que aujourd'hui ça devrait être ouvert à tous les membres d'une équipe de tournage parce qu'on y apprend plein de choses. C'est celui qui tient un peu le portefeuille du film et l'équipe, enfin qui gère sur le plateau au quotidien l'équipe d'un film. C'est très important. Il y a des référents harcèlement aujourd'hui présents sur un plateau. Aujourd'hui aussi les comédiens, une équipe technique peut accéder par différentes associations à des formations aussi pour devenir référent harcèlement. Il y a des coachs d'intimité, par exemple dans le cas aujourd'hui de Judith Godrèche qui parle des 45 prises avec Jacques Doyon sur le plateau de une jeune fille de 15 ans. Merci. Ça ne peut plus arriver. Je pense qu'aujourd'hui un plateau avec un coach d'intimité, et pas tous les plateaux en ont un, et c'est aussi un autre débat, on peut en discuter, etc. Mais aujourd'hui ce serait plus difficile, je pense, oui. Mais aussi avec le fait du rajeunissement des équipes, je pense qu'aujourd'hui, je sais pas si ça peut se passer exactement comme ça sur un plateau aujourd'hui. Mais Lucille Como. Oui, on parlait justement du film de Jacques Doyon, une jeune fille de 15 ans. Ce qui est intéressant, entre guillemets, dans ce qui se passe avec Doyon et avec Jacot, c'est que par ailleurs, ce sont des réalisateurs, certes c'est générationnel, mais qui travaillent dans leur cinéma également des rapports de domination forts, des questions qui sont compliqué sur les relations entre les jeunes femmes et les hommes et ça se thématise dans le film. Je veux dire, il y a vraiment un rapport parce que c'est pratique parfois de faire la différence entre la pureté entre guillemets de l'objet artistique et les conditions de tournage autour. Ça a été une posture que même moi, je pense, j'ai embrassée pendant longtemps. Et en fait, je pense, et à la lumière de ces affaires, on peut le dire, qu'il y a des allers-retours permanents entre l'objet de création et ce qui se passe autour, ce qui est aussi, encore une fois, un peu une question dans le film Anatomie d'une chute. Alors justement, ça c'est une question qui s'adresse plus à Arthur Harari. Lorsqu'effectivement on est un couple à la ville, comme c'est le cas de votre couple avec Justine Triet, donc la réalisatrice du film, qu'on met en scène un couple, puisque c'est une histoire de couple, et finalement lorsqu'on évoque avec le public les raisons pour lesquelles votre film a tant plu, il y a un certain nombre de personnes qui apprécient la manière dont le procès est disséqué. Il y en a d'autres aussi qui considèrent également que c'est en raison du portrait du couple qui est fait. Donc la question du mélange entre vie privée et vie publique, comment fait-on pour écrire un film de ce type avec la personne qui partage votre existence ? On a plus de temps pour l'écrire. Non, mais réellement, c'est-à-dire, comment dire, tout film, toute œuvre puise à des endroits soit évidents, soit moins évidents avec ce qu'on vit et ce qu'on a vécu, mais le film n'a rien de directement autobiographique. C'est juste qu'on a mis des choses dedans qui nous intéressaient, mais quoi par exemple ?
Eh ben, par exemple, je sais pas, la question de l'équilibre et de la réciprocité dans le couple, c'est-à-dire qui est, je pense, une des choses qui importait le plus à Justine d'essayer de toucher à cette question-là, mais qui vaut pour n'importe quelle histoire. Je veux dire, là dans le film, il se trouve qu'il s'agit de gens qui écrivent ou qui veulent écrire des livres, mais Ce qui est un sujet que Justine Triet a l'habitude oui, d'évoquer. Ça l'intéresse, et notamment le rapport très trouble et entre la vie et la fiction, on va dire. Mais La vie, la fiction, l'inconscient, oui, la voilà. psychanalyse, ce sont des thèmes qui ont été évoqués dans Sibylle, et par des exemple. limites éthiques qui peuvent se poser, ou des questions morales, d'impureté morale, on va dire. Voilà, ça l'intéresse. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que le couple ou la famille, mais qui part du couple, est un endroit où l'horizon fantasmé, c'est l'égalité, et où la réalité, dans la réalité, c'est quasiment inatteignable. Là, ce qui est spécifique dans cette histoire, c'est que il y a un renversement des schémas, on va dire traditionnels, parce que celui qui a l'air de se plaindre de subir une inégalité, c'est l'homme. Donc ça nous intéressait particulièrement. Mais c'est pas notre histoire à nous, c'est une histoire qu'on a inventée. Je vais pas non plus là encore raconter le film. Il y a aussi une question de culpabilité qui est une question présente dans tous les couples, quelle que soit l'histoire de ce couple, puisque celle-ci est une histoire particulière. Il y a aussi cette manière que vous avez eue de brosser, c'est particulièrement fin, la façon dont deux personnes qui appartiennent, qui forment le couple, ont une vision complètement divergente de ce même couple, même si elles ont vécu ou si elles sont censées avoir vécu la même histoire. Oui, et ça c'est quelque chose que moi je vois tellement se multiplier autour de moi et qui sans doute est plus prégnant aujourd'hui où tout le monde, les hommes ou les femmes, comment dire, leur ressenti, leur parole est valorisé de plus en plus, en tout cas dans certains milieux, à égalité. Et les récits ou le sentiment d'avoir vécu les choses d'une certaine manière peuvent diverger de manière très troublante. Et moi je suis entouré de gens qui soit à l'occasion de séparation, soit même en continuant à être ensemble, vivent leur histoire de façon complètement différente. Et la question de la vérité devient critique. Et la question de la subjectivité prend toute la place. Une subjectivité qui ne peut pas être tranchée par le psy. Là aussi, on a l'impression d'un film à un autre. Je vois sourire Arthur Harari qu'il y a une sorte de dialogue que vous avez noué avec la psychanalyse. Oui, alors ça c'est bon. Ça commence d'abord dans un film que je n'ai pas écrit avec Justine, qui est Victoria, le premier où il y a un psy et où il y a une relation avec un psy. Bon, il se trouve que Justine et moi, on a fréquenté des psys, enfin, donc j'imagine que ça nous intéresse, mais il y a un dialogue à la fois ironique et premier degré avec ça, c'est-à-dire on est dans des milieux où tout le monde va voir le psy, où tout le monde est à un moment ou à un autre. Une grande partie de la France oui, des psys prend des antidépresseurs comme vrai, dans. Absolument. Oui, c'est aussi très présent. Donc non, et ce qui est intéressant, c'est comment convoquer cette parole qui est a priori complètement cloisonnée et intime dans un espace qui ne l'est pas, qui est le tribunal. Là, ça, c'était effectivement, ça nous intéressait beaucoup. Et aussi cette idée qu'un psy puisse devenir le porte-parole de son patient ou de son analysant qui lui est mort. Et c'est presque plus fort que lui, il se met à porter la parole de son ancien patient, comme si il fallait que quelqu'un s'exprime puisqu'il n'est plus là, quoi. Oui, il en prend pour son grade quand même, ce personnage de psychiatre qui est appelé à la barre. Moi, je suis assez étonnée par la réception. Pardon. Non, je pense qu'il en prend pour son grade selon certains biais, mais moi, je trouve que ce qu'il dit est très valide par ailleurs. Mais de toute façon, tout ce que disent les personnages, et c'est ça qui est intéressant dans cette Oui, parce qu'en fait, ce sont leurs vérités. Oui, moi, je pense qu'une partie de ce qu'il dit est tout à fait recevable, en fait.
Lucille Como. Oui, je reviens sur cette histoire de couple et sur la manière dont j'ai l'impression, vous allez peut-être me dire le contraire, mais depuis que le film est un tel phénomène et notamment qu'il est diffusé outre-Atlantique et qu'il fait la campagne des Oscars, qu'il y a une analyse de sa réception très du côté justement de la psychologie, de cette question du couple et que le motif du couple est très central dans le film. On parlait tout à l'heure de cette scène qui, moi, par exemple, m'avait pas particulièrement marqué, donc c'est drôle, j'ai redécouvert cette scène et qui a l'air d'être la scène la plus discutée depuis La scène de la quelques temps, dispute. la scène de la dispute entre le couple. Alors que moi, j'ai l'impression que la question la plus intéressante que pose le film, c'est plutôt pas entre deux personnes, mais plutôt entre l'institution et l'intimité. Et encore une fois, à quel point ça résonne aujourd'hui et à quel point le film que vous avez fait est beaucoup plus compliqué que tout un tas de concurrents que vous avez d'ailleurs par ailleurs aux Oscars, que ce soit Barbie ou Pauvre créature ou même Maestro, le film de Bradley Cooper, qui je crois concourt aussi pour le prix du meilleur scénario, qui est un film extrêmement fléché, comme le disait Guillaume tout à l'heure, et qui, là pour le coup, se présente comme une espèce de gros objet qui travaille la question du couple avec assez peu de subtilité dans l'inversion justement des rapports. Donc en gros, Bernstein, c'est on prend le personnage de Bernstein, qui est un grand compositeur, on l'oblitère complètement et en fait on travaille absolument uniquement sa relation avec son épouse que personne ne connaît, quasiment, en tout cas avant le film. Et je trouve ça intéressant, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous voyez aussi, cette manière dont l'analyse de votre film dérive vers ce type d'analyse-là, quelque chose de très ancré dans des débats sociétaux. Qu'est-ce que ça vous fait à vous de le voir un peu comme ça, se balader dans des grands débats d'actualité ? Le film nous échappe largement là maintenant. Effectivement, il y a un phénomène qui moi me stupéfie un peu et bon, et on peut plus rien faire quoi. C'est comme ça. Enfin, c'est génial pour le film, mais c'est vrai que notamment il y a une petite tendance effectivement à en faire un film édifiant, que ce soit sur la question du couple ou aussi la question de la place de la femme. Évidemment, ces questions-là sont posées, mais on n'a jamais pensé le film comme un film à sujet. Et c'est même tout l'inverse de ce qu'on voulait faire et de ce que Justine veut faire. Enfin, je pense pouvoir l'affirmer, même si elle n'est pas là. Mais ça, d'une certaine manière, c'est normal. On est dans un moment où je sais pas, si un film comme Vertigo sortait aujourd'hui, on en parlerait comme d'un film sur l'emprise et sur c'est dans le film ou ou sur le rapport entre les hommes, c'est dans le film, mais le film excède tellement ça. Enfin, donc il y a des grilles de lecture plus ou moins simplistes qui se posent. Après, il me semble, et ça, moi, je vois une chose positive là-dedans, que le film, il est reçu et il est pleinement reçu pour sa complexité et son ambiguïté. Et ça, parce que nous, c'était vraiment ce qu'on voulait faire. Et les gens, il me semble, sont frappés par le film dans cette dimension-là. Même si ce qui ressort, c'est tel ou tel aspect qui les marque, le fait qu'un film soit un espace pour déployer un vertige d'ambiguïté et de complexité, notamment sur un film où il est question de culpabilité ou d'innocence, on sent que c'est reçu comme ça. Ben oui, parce que alors, c'est effectivement ce qu'on retient de ce film, c'est une histoire très ouverte sur le plan moral, si bien que on pourrait presque même dire qu'il y a une forme de constructivisme ou de relativisme, parce que finalement la vérité, chacun se la construit, alors que il y a probablement quelque part dans l'univers une vérité au sujet de ce film. Ça, c'est quelque chose qui est particulièrement bien montré par ce film et qui tranche par rapport à toute une production où bien souvent un film est associé à une leçon cloutée, fléchée. Oui. Oui, il s'agit pas de dire que il n'y a pas de vérité et que il n'y a pas de fait. C'est juste que le rapport qu'on entretient avec elle et là c'est l'occasion d'essayer d'atteindre quelque chose de, je sais pas, d'adulte, on va dire. C'est le rapport qu'on entretient avec la vérité est un rapport frustré en fait et un rapport forcément incomplet. Et en ultime ressort, on est forcé d'admettre qu'elle nous échappe. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a admis ça ? Je vous propose justement d'entendre un autre extrait du film. Il s'agit cette fois-ci du discours de l'avocat du film.
Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que votre analyse de la bascule violente à la fin de cette dispute est une interprétation et non une conclusion objective? Elle a menti plusieurs fois pendant l'enquête, donc je ne pense pas qu'on puisse croire... Il s'agit de croire ou de ne pas croire. C'est une opinion subjective sur la base d'un document ambigu. Revenons au rapprochement que vous faites entre cette dispute et le jour de la mort. Vous parlez de répétition générale. Vous en avez trouvé des preuves directes? L'enregistrement qu'on a entendu est une preuve directe qu'il y a eu une dispute violente. Non, je parle du jour de la mort. En l'absence de témoins et d'aveux, on est forcé d'interpréter ce qu'on a. En fait, cette dispute violente, elle est fantomatique. C'est-à-dire qu'elle n'existe que dans un fantasme. Là, vous êtes là, vous la faites flotter. Monsieur l'avocat général l'a fait flotter quelque part au-dessus ou à côté des faits. Et dans cette salle d'audience, pour peu à peu la rendre omniprésente. Mais en fait, le danger, c'est de faire de ce fantasme une réalité par le simple fait que oui, il y a effectivement eu une dispute, la veille de la mort de monsieur Malesky. Donc ne substituez pas à ce que l'on ne sait pas du jour du drame ce que l'on sait du jour d'avant. On ne remplit pas un vide avec un plein simplement parce que c'est possible de l'imaginer, simplement parce qu'on a des sons d'un côté et rien de l'autre. Un extrait du discours de l'avocat Swan Arlo. Un commentaire, Arthur Harari, sur ce qu'on vient d'entendre. C'est déjà un commentaire ce qu'on vient d'entendre. C'est compliqué. Commenter ce qu'on a écrit qui est en soi un commentaire d'un commentaire d'un flic. Moi je vais faire le commentaire puisque c'est plus simple. Rien à dire. C'est plus simple pour moi. Le personnage de l'avocat, c'est une figure qu'on pourrait qualifier d'une figure relativiste, puisque d'emblée, il considère, alors les uns diront que c'est Ponce Pilate, les autres que c'est une forme de philosophe postmoderne, il dit d'emblée que la vérité n'est pas son sujet. Oui, ce que disent à peu près tous les avocats. J'en connais peu, Dieu merci. En tout cas, moi, c'est une chose qu'on a découvert et qui nous a forcément intéressé avec Justine. C'est moi, j'ai jamais mis les pieds. J'ai mis une fois les pieds dans une salle d'audience après l'écriture et même après la sortie d'Anatomie d'une chute. Ah, c'est vrai. Moi, j'avais jamais été dans un procès. C'est-à-dire, vous ne vous êtes pas documenté Je suis documenté à distance. Justine a été dans énormément de procès depuis qu'elle a une vingtaine d'années, donc. Et puis en plus d'avoir regardé beaucoup de documentaires et de voilà, donc elle en avait aussi une vision très très réelle. Et moi non, je dois dire que j'en ai pas ressenti exactement le besoin, même si ça m'intéresse beaucoup. Mais il me semblait qu'entre l'expérience de Justine, l'avocat conseil qui nous a beaucoup aidé, Vincent Courcelles-Labrousse, et disons nos capacités imaginatives, ça suffisait. Mais ce que je veux dire, c'est que le relativisme fait partie de la vision des avocats. Leur sujet, c'est le droit, c'est la loi. Évidemment, c'est aussi toutes les zones d'ambiguïté qu'ils peuvent exploiter pour gagner, on va dire. Mais un avocat qui, par exemple, il y a des avocats qui n'ont aucune conscience morale. Donc là, pour eux, la question est très vite tranchée. Il faut gagner par tous les moyens, donc ils se servent de ces moyens. Mais la plupart des avocats, je pense, ont des limites morales et une conscience morale. Et il s'agit pour eux de se demander qu'est-ce qui, dans les affaires qu'on leur confie, où est l'espace pour défendre, où est l'espace pour dire il y a espace pour le doute. Lucille Como. Je reviens à la complexité de votre film, Arthur Harari. Vous vous êtes étonné dans des entretiens de ce que ce film qui vous paraissait être peut-être le plus radical de Justine Triet, notamment pour parler de sa filmographie à elle, rencontre un tel succès. Pour une productrice, par exemple, comme vous, vous disiez que ça vous avait pas particulièrement effrayé. On sait que le cinéma est un peu frileux dans cette période après le Covid. D'ailleurs, Justine Triet, dans le discours qu'elle a fait, dont on a beaucoup parlé, en partie sur la réforme des retraites, a aussi parlé de ça, du droit à se planter, le droit à l'échec pour un cinéaste. Est-ce que ce type de film et le succès qu'il a va aider à peut-être être un peu plus audacieux aussi du point de vue des producteurs français? Marie-Ange Luciani.
Je trouve qu'on l'est cette année, qui a une année assez audacieuse avec une nouvelle génération là comme ça qui est en train d'occuper le territoire cinématographique et c'est assez joyeux. En effet, Thomas Caillet qui arrive avec Le Règne animal, bon qui est un film beaucoup plus à gros budget, etc. Le film de Justine est plus dans une économie un peu plus resserrée, mais quand même Le Règne animal qui fait un peu plus d'1 million d'entrées aujourd'hui. Il y a Arthur Harari joue dans Le Procès Goldman, qui est un film qui a, je crois, dont il avait été question dans les matins. Ouais, qui est un film qui a moins de 1 million d'euros, donc qui est dans une typologie de film très différent encore de celui de Justine. Donc il y a une très très grande diversité de propositions et c'est un film qui a très bien marché, qui est très exigeant. C'est un film de procès aussi, mais quand même, c'est pas comme ça sur le papier un film très très grand public et il a rencontré son public justement. Donc je pense que oui, moi je crois assez. Voilà, on n'est pas mort. On pensait. Non, mais on est toujours là. On n'a pas dit ça. Et effectivement, on peut continuer ce succès d'Anatomie d'une chute en allant le voir, en le regardant sur les différents supports appropriés. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, merci Marie-Ange Luciani, merci Arthur Harari d'avoir évoqué avec nous ce beau film qui nous avait beaucoup plu. 8h45 sur France Culture.